À ceux de Guillaume et ceux d'Éric, les co-organisateurs de cette manifestation, parce que ce fut simple d'obtenir de votre staff un engagement précis, et même si ça n'est pas simple pour vous de le respecter, nous nous connaissons depuis fort longtemps, je veux dire que vous faites la preuve une fois de plus que vous êtes quelqu'un de sérieux et d'organisé, et en tout cas de très disponible, et je veux vous en remercier. Alors évidemment, ça va être d'autant plus facile que nous nous côtoyons à peu près au moins mensuellement au Parlement européen. Pour autant, je prendrai là une position de grande neutralité qui est celle à laquelle m'oblige notre organisation. La première chose que je veux vous demander, Madame Joly, est la suivante. C'est une des questions qui est remontée naturellement du travail des États généraux depuis 3 mois. Après la paix, après la prospérité, quel est pour vous aujourd'hui le sens du projet européen? Quel est le sens que ce projet européen doit avoir dans la prochaine ou les prochaines décennies? Merci. Bonjour à vous tous. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être votre invité et de saluer la société civile qui s'intéresse vraiment à l'Europe. C'est beaucoup trop rare et cela mérite bien d'être souligné. Nos grands-pères avaient une vision pour la paix, nos parents une vision de prospérité, et nous, quelle est notre vision pour les décennies à venir pour l'Europe? Moi, je dirais que le grand enjeu aujourd'hui, c'est l'écologie. C'est de sauver la Terre et ses habitants. C'est la justice entre le Nord et le Sud. C'est l'équilibre. Et ces questions-là dépassent les frontières et c'est un enjeu essentiel pour l'Europe. Pour cela, l'Europe doit avoir un budget qui n'est pas doté uniquement de 1% du PIB, mais de vraies ressources propres pour pouvoir lancer des grands travaux que la transition écologique nécessite. Si vous regardez aujourd'hui la Grèce, plan d'austérité après plan d'austérité, la révolte populaire parce que c'est insupportable que les retraites qui étaient de 800 € passent à 600 €. Il faut en même temps que nous demandons des efforts d'équilibre budgétaire, que nous lançons des grands travaux. La Grèce est riche de soleil, du vent, et l'Europe devrait commencer les installations et les travaux pour permettre cette reconversion écologique. Voilà la vision que j'ai, moi, pour l'Europe, une Europe beaucoup plus solidaire, qui a le développement humain et le développement de ses citoyens au centre. Je vous remercie pour cette première perspective, cette première photographie. Un peu plus précisément encore, si vous me permettez, Madame Joly, si vous, d'une manière ou d'une autre, vous accédez à la réflexion ou à la décision du pouvoir, quelles sont pour vous les 2 ou 3 priorités d'urgence à mettre sur l'agenda à partir de cet été dans la discussion européenne? Et accessoirement, que pensez-vous du pacte budgétaire qui vient d'être signé? Alors, il y a vraiment une urgence européenne qui est l'urgence démocratique. Vous avez observé que les traités de stabilité et les mécanismes de stabilité ont été négociés uniquement intergouvernementalement. Le Parlement a été complètement exclu, et de même que les parlements nationaux. Donc, pour moi, il faut donner plus de pouvoir au Parlement européen, qui doit trouver une compétence dans toutes les matières. Il faut que... Plus de pouvoir pour vous, Madame, ça veut dire y compris une initiative législative qu'il ne possède pas pour l'instant. Une initiative législative, et surtout, on ne doit pas simplement être une chambre d'enregistrement comme nous le sommes maintenant pour les traités, par exemple, ou dans d'autres domaines.
On observe aussi l'infinie faiblesse des institutions européennes. Je veux renforcer le pouvoir du président de la Commission. Il doit être l'élu du Parlement et le président élu par le Parlement doit également présider le Conseil pour donner une vraie vigueur à l'Europe, à la démocratie européenne et faire pièce à la puissance des pays qui composent l'Union européenne. Ça, c'est une mesure. Et évidemment, les mesures aussi de financement pour permettre cette existence sont très importantes. Financement, vous voulez dire des ressources, un budget, des ressources propres? Voilà, et je veux aussi que pour aller vers une Europe fédérale, que nous partageons plus de notre souveraineté. Des questions. Aujourd'hui, il y a bien une politique étrangère européenne, mais personne n'entend beaucoup Lady Ashton. On ne l'entend pas sur la Syrie, on ne l'entend pas sur l'Iran, on ne l'entend pas sur le conflit du Moyen-Orient. Je pense que nous devons avoir une politique étrangère authentique. Nous devons mettre en commun la souveraineté pour avoir une politique étrangère commune, avoir des ambassades communes. Nous devons travailler vers une défense européenne. C'était dans notre traité, mais nous en sommes loin. La seule défense européenne, nous l'avons vu pour la Libye, c'est l'OTAN, ou à défaut, c'est les traités bilatéraux que nous passons, la France avec l'Angleterre ou avec l'Allemagne. Donc il faut aussi dépasser cela et mettre la défense en commun. Tout cela sont des objectifs fédéralistes. Dans l'étape d'après, j'ai deux questions en une seule à vous poser, Madame Joly. La première, c'est que vous êtes une des rares personnes, et d'ailleurs dans les candidats français à la présidentielle, carrément publiquement la seule, qui accepte de dire publiquement que le fédéralisme est un mode d'organisation de l'Union européenne. Donc ma question, c'est quel type de fédéralisme, comment le voyez-vous? Et puis d'une façon générale, comment voyez-vous l'organisation des pouvoirs en Europe pour les années à venir? C'est donc de mettre une partie de notre souveraineté en commun, comme je viens de le dire, et j'ai énuméré les domaines. On peut donc ajouter à ce domaine aussi l'énergie. C'est d'avoir une politique budgétaire commune, une politique fiscale commune. C'est de mettre en commun une partie de notre endettement et de pouvoir émettre des eurobonds pour permettre aux États de se financer à un taux plus faible qu'aujourd'hui. Et donc, des éléments de fédéralisme importants, avec donc une mise en commun de la souveraineté dans les domaines que j'ai indiqués, et avec une Europe donc plus forte. Et il faut aussi agir sur l'opinion publique. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est de voir que c'est l'Europe ultralibérale qui est perçue comme étant la seule Europe, une Europe réservée aux élites et qui se fait au détriment des peuples. Et c'est donc cela qu'il faut corriger par une autre politique, une politique proprement européenne qui préserve notre façon de vivre européenne, nos services publics, notre solidarité. Aujourd'hui, nous sommes en train de sacrifier notre solidarité, le modèle que nous avons construit après la guerre, nous le sacrifions au nom de la crise, comme si le fait de réduire un tout petit peu le coût du travail rendrait la compétitivité ipso facto à l'Europe, alors qu'on construit l'austérité et la récession en réalité. Vous m'amenez sur le chemin des questions suivantes qui nous ont été réclamées par les différents types de débats. Il y a un vent froid qui souffle sur l'Europe en ce moment et notamment en France, parce que le fossé entre l'opinion
Et l'idée européenne semble, dans une grande ambiguïté d'ailleurs, je suis très prudent, mais semble tout de même se creuser, à témoin le sondage du Monde publié hier et que peut-être notre co-organisateur, en la personne de M. Israelevitz, reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Comment vous pensez que l'on peut combattre ce fossé pour rendre à l'Europe, en France, je parle de notre pays, une légitimité populaire qu'elle n'a pas et qu'en tout cas elle n'a plus? Peut-être que la première chose à faire, c'est d'élire des hommes politiques qui sont pro-européens. Et aujourd'hui, il y a une forme de schizophrénie qui fait que les hommes politiques disent que c'est l'Europe qui est responsable de tout ce qui va mal. Je veux dire, souvenons-nous de notre président de la République face aux agriculteurs qui dit que la réglementation européenne sur l'eau est tatillonne et que lui, il aimerait bien rendre la vie des agriculteurs plus facile. Et ça, c'est un exemple. Je veux dire, ça n'arrête pas. On se crédite de ce qui va bien et on fait porter la responsabilité à l'Europe de tout ce qui ne va pas. Et donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut valoriser ce qui est proprement européen. Il faut les faire découvrir aux jeunes. Nous avons déjà l'Erasmus, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut que l'Erasmus puisse concerner tous les jeunes, aussi dans les métiers, et qu'ils puissent passer une année à l'extérieur pour découvrir le bonheur de vivre dans un pays nordique ou en Italie. Par ordre de préférence, éventuellement. Oui, peut-être. Donc, c'est cela. C'est aussi peut-être un service civil européen que nous pourrions créer pour faire connaître vraiment l'Europe n'est pas fonctionner dans le fantasme. Et enfin, la dernière chose, votre regard multinational, en tout cas binational, si ça vous fâchera moins que multinational, à mon avis d'ailleurs, m'intéresse beaucoup. Comment, dans cette question, comment concevez-vous la nécessité, mais aussi, je dirais, la forme des relations franco-allemandes au service de la construction européenne, bien évidemment, au moins autant que de la paix entre les deux nations? Alors, il faut d'abord rendre hommage à la relation franco-allemande qui a été le moteur de la création de l'Europe depuis De Gaulle et Adenauer, où la France parlait avec la voix de la France, de Gaulle, et où l'Allemagne représentait tous les autres pays plus modestement. Cela a été dévoyé et aujourd'hui c'est une forme d'accaparement de pouvoir au sein de l'Union européenne. Ce sont deux pays, ou plus précisément deux chancelleries et deux politiques libérales qui imposent aux autres leur vision de l'Europe. Donc, cela, pour moi, ne peut pas continuer. On perd toute légitimité. Et nous devons aussi faire très attention à nos autres relations, les relations entre la France et la Turquie, par exemple, la France et l'Islande, donc les pays qui sont candidats à l'adhésion, et encore plus important, nos relations avec les pays du sud de la Méditerranée. C'est de vrais enjeux pour nous et pour l'Union européenne. Je vous remercie d'avoir expliqué vos photographies politiques avec cette sincérité, cet engagement que ceux qui vous connaissent ne mettent pas en doute. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre chose. Et je veux dire aussi publiquement que j'ai une certaine estime supplémentaire quand je vois les propos de voyous qui, dans une campagne électorale où on devrait avoir un combat d'idées, sont parfois déversés contre les candidats, ce qui dispense tout le monde d'avoir un vrai débat, et contre vous particulièrement, ce qui est proprement détestable. Merci, madame.
Eva Joly, moi aussi je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à cette manifestation aujourd'hui. Nous savons que votre emploi du temps est très chargé en cette période de campagne électorale, mais cela témoigne de votre intérêt, de votre attachement, de votre engagement sur les questions européennes. Alors vous venez de nous le faire sentir, vous êtes partisan d'un saut fédéraliste et démocratique. Vous l'affirmez fortement. Alors comment vous réagissez quand vous voyez dans le sondage que nous avons publié hier que l'opinion française aujourd'hui, compte tenu sans doute de la crise, de la manière dont la crise est gérée ou n'est pas gérée, un certain désamour des Français à l'égard de la construction européenne? Mais je pense que cela est la conséquence directe de l'austérité et du fait que l'opinion publique perçoit que cette austérité est due aux critères de Maastricht et au fait que nous devons revenir à un déficit de 3% et que cela impose des sacrifices aux populations. Et je pense qu'il y a un sentiment d'injustice parce qu'en même temps qu'on demande des sacrifices et dans beaucoup de pays européens, c'est la fermeture de services publics, la fermeture de services spécialisés dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui a des incidences directes à la vie. Et lorsqu'on ne voit pas en quoi l'Europe, aujourd'hui, dans cette crise, ouvre des perspectives, lorsque la seule perspective, c'est l'austérité pendant des dizaines d'années, il me semble assez compréhensif que cette Europe-là ne suscite pas l'enthousiasme. Et c'est toute la difficulté, et c'est notre rôle, me semble-t-il, à nous, les Européens, nous qui avons compris que le repli nationaliste dans un monde qui est globalisé ne mène nulle part. Et il faut lutter contre cela. C'est donc tout le travail pédagogique que nous avons à faire, c'est d'expliquer que c'est des visions libérales qui dominent actuellement en Europe, mais que ce n'est pas nécessairement ainsi et que ça peut être autrement. Ce projet fédéral, est-ce que vous pensez qu'il est susceptible de réunir l'ensemble des pays européens? Parce qu'il faut déjà convaincre peut-être l'opinion française, mais il faudrait aussi qu'avec les partenaires européens, il y ait cette même perspective. Comment vous réagissez par exemple au projet d'Angela Merkel qui plaide pour une union politique avec un renforcement assez fort des pouvoirs de l'exécutif, voire avec l'élection au suffrage universel, pas seulement par le Parlement, du président de l'Union, avec un renforcement du rôle du Parlement? Comment vous réagissez à ce type de proposition? Mais c'est insuffisant dans la mesure où, justement, il n'y a pas l'aspect fédéral, il n'y a pas l'augmentation du budget européen, des ressources propres, il n'y a pas la politique commune européenne. On ne peut pas réduire l'Europe uniquement à un contrôle budgétaire les uns des autres. Ça ne suffit pas à construire l'Europe. Il nous faut une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, comme je l'ai dit en introduction, elle est dans une Europe apaisée, en paix, avec moins de différences sociales, plus justes, et qui a pris la mesure de l'importance du combat contre le réchauffement climatique et donc tout ce que cela implique. Vous êtes pour une réforme assez profonde de la BCE, vous êtes pour une mutualisation des dettes. Alors sur cette mutualisation des dettes, je suis un Allemand. J'ai fait depuis 10 ans des efforts considérables. Est-ce que vous pensez que ce citoyen allemand va naturellement, facilement accepter cette mutualisation des dettes, ce qui veut dire pour lui finalement d'être redevable de la dette d'autres pays ou d'autres citoyens européens qui n'ont pas fait les mêmes efforts? C'est sûr que cela suppose, on ne peut pas imposer, on ne peut pas porter l'idée d'une plus grande solidarité sans que l'effort soit réparti. Et il faut expliquer aux citoyens allemands que nous sommes solidaires, nous sommes dans le même bateau et qu'en rendant leurs clients insolvables, alors que, je ne sais plus, 70% de leur export va vers l'Union européenne, menace aussi leur prospérité et qu'on n'est pas prospère tout seul.
Il faut aussi expliquer qu'on ne demande pas à ce que les Allemands payent l'endettement grec ou portugais ou irlandais, mais qu'il y a une forme de garantie pour les émissions à fur et à mesure qu'ils viennent à maturité, et que c'est l'intérêt de tous, me semble-t-il. Vous avez souligné au départ que votre projet européen, c'est aussi la manière de répondre aux défis écologiques auxquels se trouve confronté notre monde. Aujourd'hui, très précisément, il y a une polémique autour de la taxe carbone sur le transport aérien. Ouais. Et on se retrouve confronté à un problème assez classique. Certains pays producteurs d'avions s'inquiètent de voir que les Chinois ne vont plus acheter leurs avions parce que les Chinois ne veulent pas payer cette taxe. On voit la diplomatie européenne commencer à se déchirer. Est-ce que finalement, comme à Copenhague, on va de nouveau avoir une Europe faible sur ce front? C'est évidemment le risque. Et ça serait épouvantable d'abandonner l'idée de la taxe carbone qui va nous aider à lutter contre le changement climatique parce qu'on cède à la pression et au lobby des clients de l'aéronautique. Je ne doute pas que le lobby de l'aéronautique agisse aujourd'hui à longueur d'heure pour obtenir l'abandon de cette idée. Mais il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous abandonnons l'idée d'agir sur notre avenir. Et moi, je suis vraiment pour que nous soyons fermes, unis. Et là aussi, on voit combien ça serait important d'avoir une diplomatie européenne digne de ce nom, qui puisse dire, mais peut-être que vous n'achetez pas nos avions, mais l'accès à notre marché, le marché solvable, le premier au monde de 501 millions d'habitants, il est conditionné par cela. Mesdames, messieurs, il faut de la fermeté, il faut de la volonté, il faut de la vision, il faut une politique étrangère commune. Une politique étrangère commune, une politique énergétique commune aussi. Comment vous réagissez sur ce sujet? Oui, alors, moi, dans la vision que j'ai de l'Europe, nous sommes autonomes énergétiquement. Nous pouvons, si nous le voulons, construire un réseau suffisamment dense et nous pouvons avoir une vision commune de ce que c'est que nos problèmes énergétiques, nos besoins énergétiques. Nous pouvons en commun décider que nous allons mettre des éoliennes le long de la mer du Nord et des cellules photoélectriques dans le sud, que nous allons exploiter toutes nos ressources hydrauliques, que nous allons ensemble apprendre à stocker les énergies renouvelables. Tout cela, nous le gérerons informatiquement avec des millions de petits producteurs d'énergie et nous améliorerons terriblement, formidablement nos balances commerciales, par exemple, parce que nous arrêterons d'importer pour des dizaines de milliards en France des matières fossiles. Et donc, pour cela, il faut coordonner, il faut avoir une vision commune et une vision commune de la sortie du nucléaire à l'échelle européenne, de l'efficacité énergétique, de l'isolation de nos bâtiments et de la montée en puissance donc des énergies renouvelables. Il faut le vouloir. Et aujourd'hui, évidemment, l'obstacle le plus important à cette vision-là, c'est le lobby nucléaire français qui pousse partout dans le monde à ce que l'énergie nucléaire continue à vivre. Donc l'Europe peut être une manière d'affaiblir ce lobby français? Je pense, oui. Ah oui. Je pense que oui, si on oui. donnait la parole vraiment à l'opinion publique européenne, nous pourrions nous mettre d'accord. Parce que bon, quel sens cela a que l'Italie ne produit pas de l'énergie nucléaire si elle en importe de Bulgarie et de Slovénie, je ne sais pas quel autre pays? Il y a une forme d'hypocrisie. Il faut se mettre d'accord. Le nucléaire, c'est dangereux, nous n'en voulons plus. Et nous allons en sortir tous ensemble. Et voilà comment nous allons construire une Europe plus sûre, paisible, apaisée, plus juste. Peut-être
Une dernière question, peut-être, si vous permettez, plus politique, sur l'échiquier politique, compte tenu de ce que l'on sait des différents candidats. Comment vous situez-vous sur la question européenne? Est-ce que vous vous considérez comme la plus pro-européenne, la plus déterminée sur ces sujets-là, ou vous pensez que vous êtes assez proche de certains autres candidats sur ces questions? Je crois que c'est assez dramatique et que je suis seule à porter un véritable projet européen, une Europe fédérale, comme je viens de le dire. Je crois que je suis, ou je sais malheureusement que je suis la seule. Ben, effectivement, c'est ce qu'on va essayer de voir à l'issue de cette journée, si vous êtes la seule. En tout cas, merci beaucoup, Madame Joly, de cet entretien. Merci. Chère Eva Joly, comme c'est l'heure du déjeuner, comme les personnes qui sont là se sont levées à des aurores forcément extrêmement tôt, oh, je vous en prie, je voudrais me permettre de vous poser une question. Bon. On ne l'a pas entendu dans cette campagne électorale beaucoup. Pour que vous compreniez le sens de ma question, il faut que je donne mon opinion. Je suis de ceux qui pensent que quand les crises sont fortes, les dirigeants ne peuvent pas être des politiques au sens presque vulgaire du terme, mais des femmes ou des hommes d'État. Et que je déteste l'idée, y compris qu'on sent dans le sondage que nous avons élaboré en commun et que vous avez publié hier, cher Éric, on sent qu'au fond, aujourd'hui, gouverner un État, c'est courir un œil sur le sondage, l'autre sur la caméra et le tout derrière l'opinion. Est-ce que nous ne sommes pas, Madame Joly, dans une époque où nous avons besoin que des leaders prennent le risque d'une certaine impopularité pour faire la pédagogie d'un certain nombre de directions politiques qui, sans cela, nous amèneront dans le mur et donc dans la violence? Je voudrais votre opinion là-dessus, car je vous sens assez engagé dans le projet de conduire la vie publique, assez fatigué d'un certain nombre de choses que vous entendez et qui ne peuvent pas vous laisser tranquille, je vous connais un peu, pour me permettre cette question que je n'aurais sans doute pas posée à d'autres responsables politiques qu'on va dire un peu plus hexagonaux, domestiques et parfois même un peu franchouillards. C'est vrai que nous sommes dans la crise la plus grave que l'Occident ait connue. Et c'est vrai que cette campagne présidentielle, nous n'en parlons pas beaucoup. C'est vrai que faire campagne avec les yeux sur le sondage et sur l'opinion publique ne permet pas d'aller de l'avant. Et pour moi, le rôle d'un homme ou d'une femme politique, c'est d'avoir une vision, c'est de mettre un point sur l'horizon et d'essayer d'y aller en mettant toute son énergie et tout son enthousiasme au service de cette cause et expliquer que peut-être ça va être difficile, que rien n'est évident, mais que toutes les autres solutions sont tellement moins bien pour nous collectivement. Et c'est vrai que c'est difficile de faire une campagne présidentielle dans laquelle on dit que dans les 10 années qui viennent de s'écouler, les gouvernements n'ont pas eu le courage de recouvrer les impôts, n'ont pas eu le courage de prendre les luttes qui s'imposaient, notamment les luttes contre les paradis fiscaux, qui fait qu'il y a un trou noir dans les caisses publiques en Europe. Moi, je pense souvent que si on avait pris ce combat-là au sérieux, et cela, on sait comment faire, ça ne demandait pas beaucoup de moyens, l'Europe serait dans une bien meilleure situation. Mais là encore, nos gouvernants n'ont pas osé affronter les lobbies des multinationales qui se servent des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts nulle part, et aussi de leur clientèle aisée qui aime bien pouvoir cacher dans les paradis fiscaux une partie de leur fortune. Et on voit bien que lorsqu'on annonce que dans les années à venir, nous devons augmenter les impôts pour préserver notre modèle social et continuer ensemble, on voit bien qu'un certain nombre de citoyens veulent se soustraire
au devoir de payer, de contribuer, et pensent que la solution, c'est d'aller vivre au bord du lac Léman. Et cela ne rencontre, M. Cavada, aucune résistance, aucun opprobre. L'opprobre, il est ailleurs. L'opprobre, il est sur ceux qui ne sont pas nés en France, ou dont les parents ne sont pas nés en France, ou les grands-parents ne sont pas nés en France. On confond les musulmans, l'islam, et les Français musulmans, et on dit qu'ils sont trop nombreux. On monte les Français les uns contre les autres. Et cela donne des résultats électoraux. Mais cela ne donne pas une façon de vivre ensemble, cela ne donne pas un avenir. Et donc, c'est vrai que j'ai une vision différente. Je pense que le mépris social français, qui s'exprime aussi dans le fait que les Français de toutes les couleurs ne sont pas représentés. Que dans cette école, on a beau faire quelques efforts pour qu'ils accèdent aux formations ici, d'une façon générale, on ne les voit pas. Ils ne sont pas dans la direction des entreprises, ils ne sont pas dans le gouvernement. Bref, le chemin qui est devant nous est long. Il va falloir que les hommes et les femmes de bonne volonté, ceux qui ont compris que le repris nationaliste en période de crise ne mène nulle part, ne mène qu'à la guerre, ne mène qu'au fascisme, unissent leurs forces, leurs élans, pour que de dos au mur, nous construisons une Europe pour les citoyens. Je vais vous demander une petite corvée encore d'écrire. Je vais donc traditionnellement vous demander, comme l'a fait François Bayrou avant vous et comme le feront 3 autres représentants des candidats cet après-midi, de formuler par écrit sur ce carnet, sur ce livre des États généraux, vos 3 propositions fortes pour l'Europe, et quand vous les aurez écrites, de nous les relire dans la continuité, s'il vous plaît, Madame Joly. Je vous en remercie beaucoup. Voilà. Alors, voulez-vous le relire en entier maintenant? D'accord. Alors, je sous-signais Eva Joly. Si j'étais présidente de la République, prends l'engagement d'œuvrer pour que l'Europe puisse bénéficier d'un budget avec ses ressources propres, taxes sur les transactions financières, par exemple. Que l'Europe construise une défense commune, que l'Europe construise une politique étrangère commune, que l'Europe construise une politique énergétique commune avec la sortie du nucléaire dans toute l'Union. Faites à Paris ce jour. Merci beaucoup. Madame.